Alors bonjour à tous, je ne me suis pas présenté, donc comme l'a dit Samuel, je travaille à l'IFIP Institut du Port. Cette partie donc a été co-construite avec Florence, hein. Il y a certaines questions sur lesquelles je suis plus spécialiste qui concernent le comportement des animaux à l'élevage et d'autres pour lesquelles j'essaierai de répondre, mais pour lesquelles c'était plus Florence qui était impliquée. Comme on l'a présenté dans le titre, ici on va parler des recommandations à l'élevage. Donc, sur quoi on s'est basé sur ces recommandations? Alors, principalement sur la bibliographie conventionnelle et non conventionnelle, hein. Sur les résultats des différentes expérimentations qui vous ont été présentées juste avant, hein, que ce soit dans le projet Farinelli ou dans le projet Pepilo, et l'observatoire donc, qui a été présenté par Sarah au début du webinaire, donc l'observatoire avec 6 éleveurs qui ont testé du coup d'élever des mâles entiers, donc des mâles non castrés, en agriculture biologique pendant un an. Et quoi de mieux pour parler de recommandations que d'avoir des témoignages d'éleveurs et d'éleveuses, puisque c'est Cyrielle Audouin de l'ARL des EPAS et Stéphane Ferchaud, donc responsable de la station organique d'INRAE, qui vont pouvoir nous apporter leur expérience au travers de différentes questions sur qu'est-ce qu'il faut faire dans un élevage bio avec des mâles entiers, parce qu'on va le voir, il y a des changements, hein, ça avait été évoqué, il y a une attention à apporter différente et il y a des changements à voir et aussi plus étonnant quand on a fait de la bibliographie sur le conventionnel, parce que moi à l'IFIP je travaille surtout sur des animaux, donc en élevage conventionnel, il y a des choses qui sont antagonistes à ce qu'on recommande sur un élevage conventionnel. Donc voilà, je t'en prie Samuel, tu peux passer à la diapo. Donc, Cyrielle, première question, est-ce que dans votre élevage avec Benoît, vous avez observé des changements de comportement à partir du moment que vous avez commencé à avoir des mâles non castrés à avant où où vous castriez en systématique? Bonjour. Alors oui, on a observé des changements de comportement. Euh, En engraissement, quand il y a 100% de mâles non castrés, l'ambiance en engraissement est moins calme, hein. Il y a des chevauchements, des fois acharnement sur un même porc, hein. Vu qu'il est O- fatigué, les autres profitent de le chevaucher. Et ok. oui. Non, vas-y, continue, excuse-moi. Et notre élevage des séparations entre les cases, ce sont des parpaings 1,30 m de haut. Et on a eu aussi des escalades de murs pour les chevaux, pour aller saillir les femelles dans les cases à côté. C'est des cochons qu'il faut laisser tranquilles, hein, pour que ça soit calme. Moins ils nous voient et moins on est leur spectacle et plus ils sont calmes. Ok, il faut limiter les stimulations alors. Oui. Donc, tu as souligné qu'il y avait des comportements d'agression, surtout s'il y a un porc commence à être un peu plus faible que les autres, et surtout, vous, impressionnant quand même, une attirance, enfin, vouloir exprimer des comportements sexuels et prêt à passer par-dessus des petits murs et non, qui sont à 1,30, je crois que tu as dit, hein. Oui, oui, mais je pense que vu que c'est des parpaings, c'est peut-être plus facile à escalader que des panneaux en PVC. Ah oui, ok. Donc du coup, Samuel, si tu pouvais afficher les recommandations, c'est pour ça que, donc sur les conditions de logement, plusieurs recommandations sont faites en agriculture biologique, hein. Sur la partie gauche, ce qu'on voit, c'est que l'allottement par port familier, l'objectif, c'est de limiter les agressions. Donc, si on peut, à l'entrée en engraissement, éviter les mélanges d'animaux, c'est-à-dire de prendre des cases de PS, donc de les garder, de les maintenir pour éviter que des animaux qui ne se connaissent pas soient mis dans de mêmes cases, ça va dans le même sens que maintenir le groupe stable jusqu'à l'abattoir, éviter de faire des mélanges de cases en cours d'engraissement parce qu'on n'a peut-être pas la place pour avoir tous les animaux à ce moment-là, tout au long de l'engraissement. Un autre moyen qui peut être mis en place, c'est de mettre des zones de fuite. Donc, comme on voit sur la photo en bas à droite, une botte, en fait, c'est une zone de fuite ou une zone de refuge, une délimitation visuelle pour que les animaux puissent aller de l'autre côté. Ça évite l'agressivité, mais ça permet aux animaux d'aller se cacher, donc d'avoir une possibilité de les isoler. Isoler également pour, s'il y a beaucoup d'acharnement, les mettre en infirmerie. Et on peut, pour éviter les comportements sexuels, c'est ce qu'a fait Cyrielle dans son élevage, donc séparer les mâles des femelles, parce qu'on voit que là, même s'il y avait un muret, donc ils ont une forte motivation pour aller de l'autre côté, il faut absolument séparer les mâles des femelles s'ils avaient été dans la même case. C'est ce qui est ressorti de l'observatoire, c'est assez catastrophique. Les mâles sont très très motivés à exprimer des comportements sexuels sur les femelles. Alors, Cyrielle, juste sur ce point-là, tu me disais que c'est oui, sur le papier c'est facile, mais par contre des fois on a des extractions qui sont pas respectées, donc c'est un peu compliqué du coup à bien mettre une case de 20 cochons mâles entiers et une case de 20 femelles. Dans la théorie c'est comme ça, dans la réalité c'est loin de ça. Et c'est compliqué selon la taille du lot.
Et Ok, aussi en fin de lot, du coup, ne pas mélanger mâle-femelle. Faut avoir un engraissement, faut avoir de la place en engraissement. ok. Merci beaucoup. On peut passer du coup à la deuxième question qui va concerner Stéphane. Alors Stéphane, comment expliques-tu du coup le faible taux de malodorants dans ton élevage à Porganic, puisqu'on voit sur le graphique depuis 2020 à 2023 que vous avez, c'est en vert, le malodorant détecté à l'abattoir, un pourcentage très très faible qui atteint même 2000, qui atteint 0 pardon, en 2023, même si bon, il n'y a que 210 porcs qui étaient ou sur lesquels tu as des retours. Donc je t'en prie, si tu peux essayer d'interpréter ces résultats. Donc bonjour à tous. Comment l'expliquer? Je ne sais pas. Déjà, premièrement, clairement, c'est une surprise. Donc, depuis la création de l'organique, on a abattu 1550 mâles et 11 ont été détectés odorants par l'abattoir. Ça fait 6 pour 1000. C'est identique entre les porcs large white, donc mère et père large white, et les issus de Piétrin ou de Duroc. On n'a pas observé d'effet saison lié à des périodes où les cochons sont plus sales. Je n'ai pas observé non plus d'effet de l'âge avec 3 départs pour chaque bande, un à 160 jours, un à 180 et un à 200 jours. On a, j'ai fait le calcul tout à l'heure, identifié 3, 5 et 2 mâles odorants. Bon, malgré tout, pour répondre à ta question, il y a probablement, comme on l'a vu, un effet génétique avec des femelles large white pure. Des croissances élevées, on est à 940 grammes en mâle et en femelle, c'est exactement la même valeur pour les porcs large white piétrins. Et peut-être, alors on ne parlera que d'une tendance, mais pour expliquer cette diminution entre 2020 et 2022-2023, l'apport de fourrage que l'on ne distribuait pas en début de période. Tu connais ta consommation de fourrage que tu apportes pour la litière, tu l'as à peu près par cochon? Pour la litière, Ouais. non, je ne l'ai pas préparé, je ne vais pas dire de bêtises. Et les Mais on fourrages verra sur la alors? diapo suivante que, bon là, la photo est jolie et propre, mais sur la diapo suivante, on a aussi, en fonction des saisons, des périodes où la litière se salit un peu, on la laisse se salir en hiver pour le confort thermique. Et surtout, derrière la petite porte, on a les courettes où les porcs vont faire leur déjection et en été, ils se couvrent bien volontiers de leur déjection délayée, quoi. Oui, pour chercher la fraîcheur. Donc ici, ce sont les recommandations que vous avez sous les yeux. Comme l'a dit Stéphane, hein, et comme ça a été présenté avant par les différents travaux de l'INRAE, hein, la génétique, effectivement, réduit le risque d'odeur. Et le paillage, et pour ça j'ai essayé d'avoir la consommation de Stéphane, mais effectivement, c'est pas facile à mesurer en permanence. Les recommandations, hein, c'est 95 kilos par porc environ sur la totalité de l'engraissement. Donc c'est bien le cumul des différents paillages au cours de l'engraissement. Plus la litière est propre et évidemment, moins ça favorise le passage du scatol via la paroi cutanée, mais aussi respiratoire. Parce que à renifler des fois dans la paille sale, en tout cas, il peut avoir une entrée de scatol dans son organisme. L'abattage plus tôt est aussi recommandé, évidemment, parce que plus les animaux sont abattus tôt, moins ils sont matures et du coup, il y aurait moins de présence de molécules odorantes, principalement sexuelles. Tu peux passer du coup. Alors sur l'alimentation, Cyrielle, je reviens vers toi. Selon toi, quel est l'intérêt et quels sont les impacts de l'apport du fourrage? Stéphane avait commencé à en parler. Pour l'élevage de porcs de mâles non castrés. Ça permet de les canaliser, entre les repas, comme ça ils peuvent aller grignoter. Euh, Ça limite le chevauchement et ça fait un temps de répit pour tout le monde, hein. Donc ça canalise un peu tout le monde. En fait, c'est comme un enrichissement supplémentaire. Même si le milieu est très très enrichi, c'est quand même plus appétant que la paille. Et en plus, il y a un effet de satiété, visiblement, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ils peuvent aller grignoter entre les repas et ils peuvent faire la sieste ensuite. Ok, ouais, ça bourre un peu plus. Du coup, effectivement, ça favorise l'arrivée de la satiété. Et donc, ça va temporiser le comportement assez actif du mâle entier, puisque c'est quand même un animal qui est beaucoup plus actif que le mâle castré et même que les femelles. Ça, pour le coup, ça l'est dans la bibliographie.
Donc, les recommandations sur l'alimentation, c'est de distribuer des fourrages grossiers, donc en plus, comme l'a dit Cyrielle. Donc, ça a un effet sur l'enrichissement, évidemment. Même si dans les recommandations alimentation, on voit que le mal entier peut être mené sans rationnement. Sans rationnement. L'apport de fourrage supplémentaire va aussi permettre de réorienter, on va dire, ces comportements plutôt d'agressivité dans le cas où, bah, au niveau alimentation, c'est un peu limite. Donc, si on le regarde, à partir de la troisième recommandation jusqu'à la cinquième, l'idée, c'est de limiter la compétition à l'auge. Donc, on voit bien qu'il faut prévoir suffisamment de longueur d'auge et de nombre de nourrisseurs suffisant. Faut avoir bien en tête que c'est un animal beaucoup plus actif qui, du coup, va exprimer plus de comportements du coup, agressifs si il y a la moindre compétition qui se met en place. Donc, au niveau alimentaire, il faut être au cordeau au niveau de la disposition, la place à l'auge. Au niveau de l'abreuvoir, il faut aussi avoir suffisamment d'abreuvoir pour tous les animaux. Il faut se rappeler que l'été, dès qu'il commence à faire un peu chaud, ils vont avoir tendance à plus aller à l'abreuvoir. Si on est un peu limite, à ce moment-là, on va avoir des comportements d'agressivité qui vont un peu plus s'exprimer avec des mâles entiers. Et évidemment, s'assurer que même si j'ai un abreuvoir, il soit fonctionnel et ait un débit suffisant. Sur l'abattage, il y a aussi des préconisations, des recommandations qui sont à mettre en place. C'est pas si évident que ça. Cyrielle, est-ce que les mâles entiers, pour toi, ont des conformations différentes des mâles castrés que tu avais du coup juste avant? Oui, ils sont plus longs. Comme l'avait dit Antoine tout à l'heure dans les diapos, il y a moins de jambon et plus d'épaules. C'est un œil à changer. L'œil de l'éleveur doit changer, enfin, il doit s'habituer. Et comment tu as réussi, toi, à t'habituer à ce nouvel œil? Qu'est-ce que tu as mis en place pour justement à réussir à... Ah ben cette conformité mâle entier, elle est satisfaisante alors qu'avant elle ne l'était pas. Nous, on pèse tout le temps. Avant chaque départ, on pèse. Et, et ben, c'est en pesant qu'on voit s'il est correct pour aller à l'abattoir ou pas. Ok. Donc c'est quelque chose que tu faisais en place, que tu avais mis en place avant avec les mâles castrés. Tu as continué avec les mâles non castrés et tu t'es rendu compte que la conformité était à revoir. Oui, oui, oui. Ok. Et pour toi, Stéphane, quels sont tes résultats d'abattage avec les mâles entiers, même si on les a évoqués tout à l'heure. Donc, est-ce que tu peux aller un peu plus en détail sur ces résultats d'abattage? Donc, depuis la création de l'organique, on a toujours élevé des mâles non castrés. Donc, j'ai pas de témoins castrés hein, sur la période. Mais si je regarde les carcasses issues de piétrins, donc les large white piétrins, on a un poids chaud moyen de 96,8 kg, un TMP de 60,9 avec comparativement aux femelles un G3 et un G4 plus faibles, mais aussi un M3 et un M4 plus faibles. Et concernant le rendement que l'on a calculé sur 300 bords qui ont été pesés avant individuellement et les numéros ont été collectés à l'abattoir, on a un rendement de 75,5% sur les mâles entiers et c'est 1,2 kg de moins que les femelles. Donc c'est quand même à prendre en compte pour les éleveurs. Un porc non castré de 100 kg produira 1,2 kg de moins de viande que les femelles, ce qui correspond, même si je ne l'ai jamais mesuré, à peu près au poids de l'appareil de reproduction. Oui, ok. Oui, effectivement, c'est en termes de rendement, puisque c'est un pourcentage, ça le réduit avec l'appareil supplémentaire. Donc, sur les recommandations déterminées et définies donc, sur l'agriculture biologique pour le départ à l'abattoir, donc la conformation, comme l'a dit Cyrielle et comme l'avait dit Antoine avant, change. C'est enfin, les événements enfin, les éléments qu'ont mis en place les éleveurs, c'est clairement le tri, hein. Enfin, pardon, la pesée, pardon, lors du tri avant l'abattage. Ça a été soulevé par tous les éleveurs que la conformation est différente et du coup, il fallait quand même s'habituer un petit peu d'abord en pesant pour pouvoir se faire l'œil, comme l'a dit Cyrielle. Il faut prévoir donc 3 kilos de poids vif supplémentaires. Ça, c'est par rapport à ce qu'a évoqué Stéphane. Le rendement est différent lié à l'appareil génital qui ne va pas être valorisé.
Et sur la propreté, c'est important que les animaux partent à l'abattoir propres et soient propres surtout euh, quelques jours avant le départ à l'abattoir, puisque ça va limiter l'entrée du scatol dans la carcasse si les animaux sont propres. Donc, doucher et mettre en place la brumisation sur le quai pour les rendre propres, sur le local de stockage. Et sur la mise à jeun, il faudrait les transférer. Le mieux, ce serait donc minimum 6 heures avant le départ. L'idéal serait 12 heures avant le départ. Pourquoi? Parce que de nouveau, à travers les fesses qu'ils peuvent avoir dans le transport, s'ils ont le ventre plein, ils vont déféquer dans le transport et se transmettre potentiellement le scatol à être en contact avec les fesses du coup dans le camion. Donc c'est pour ça que la mise à jeun est aussi importante, encore plus en agriculture biologique, puisque le coût d'une carcasse dévalorisée, pardon, il n'est pas le même qu'en conventionnel. Donc voilà sur les recommandations. Samuel, si tu pouvais passer la diapo. Alors, il y a des fiches qui ont été faites dans le projet Farinelli, des fiches sur d'autres encore. Voilà, on a évoqué alimentation, logement, comportement, départ à l'abattoir et les données techniques. C'est les 5 fiches qui sont évoquées enfin, grâce au projet Farinelli. Vous aurez beaucoup plus d'informations en allant chercher ces fiches qui sont plus détaillées que évidemment ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Elles sont en accès gratuit, bien évidemment, sur le site de la FNAB normalement. Oui, tout à fait, sur le site Produire Bio, et on vous enverra toutes les informations suite à ce webinaire. Et on a également, donc je prends la parole du coup, Alexandre, un outil d'autodiagnostic également hébergé sur le site Produire Bio qui vous permet en une dizaine de minutes, en répondant à quelques questions, voilà, de savoir à quel point votre élevage est à risque ou pas à risque par rapport aux pratiques recommandées pour l'élevage de porcs mâles non castrés, donc à risque par rapport à l'apparition d'odeurs. Voilà, et vous recevez suite à vous remplissez ce petit questionnaire et puis vous recevez vos résultats personnalisés. Voilà. C'est une première approche qu'il faut ensuite de toute façon approfondir avec un conseiller ou une conseillère technique qui viendra vous appuyer.